Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Maintenant, on attaque un deuxième mastodon du Tidyverse qui est ggplot2. Donc en vrai, c'est un incroyable package pour faire de la visualisation. Donc c'est très utile quand on veut faire des jolis graphiques et vous pouvez aller voir sur internet, les graphiques qu'on peut faire avec sont super beaux et incroyables. Comme je l'ai dit, c'est un autre mastodon dans R. Il y a énormément de possibilités, vous pouvez créer vous-même vos propres packages en se basant sur ggplot2. Et il y a une excellente documentation que je peux vous montrer d'ailleurs. Donc comme classiquement, j'ai simplement tapé ggplot2 fonction référence et ici vous pouvez voir ce qu'on peut faire avec. Donc là ce sont juste des petits exemples. Mais après, imaginons que je veux choisir geomejitter, voilà, et je clique sur cette fonction, donc comment elle fonctionne. Donc ici il va me donner toutes les informations comme d'habitude et il va me montrer aussi des exemples avec des illustrations. Et franchement, c'est super bien fait. Et ce n'est pas le seul endroit où on peut trouver des références dessus, mais vu que ggplot2 ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, on va s'arrêter simplement là. Mais ne vous en faites pas, on aura énormément de vidéos sur ggplot2. Donc de retour à nos moutons. Donc comme j'ai dit, il y a énormément de packages qui sont basés dessus parce qu'il y a eu énormément d'extensions dessus qui sont incroyables aussi. Elle est même très utilisée par les personnes qui n'apprécient pas Tidyverse. Et c'est très volumineux, il y a 531 fonctions et données qui sont données dedans. Et un point qui est aussi très rassurant, c'est que 90% des graphiques que vous allez faire seront basés sur 3 fonctions. Et le reste, ce sera vraiment de la décoration et du détail. Aujourd'hui, on va voir que les graphiques en barre, mais il y a énormément de choses qu'on pourrait voir dessus. Donc on va voir basiquement quelles sont les étapes pour faire un graphique. Il faut commencer avec la fonction ggplot et la fonction AES. Et ensuite, il vous faut un geom pour pouvoir faire votre dessin. Donc ça c'est la base et ça c'est le dessin. Ensuite, il vous faut un laps pour pouvoir ajouter les titres, légendes, etc. Ensuite, il vous faut un thème pour avoir quelque chose d'à peu près harmonieux. Et avec ça, vous avez vraiment un graphique très basique. Donc ici, voilà comment on fait un graphique. Moi, j'ai commencé avec Star Wars, puis j'ai mis ggplot et à l'intérieur, j'ai mis AES. Et dans AES, il demande des paramètres. Donc il y a plusieurs paramètres, mais les principaux, il vous demande un X, un Y, et avec ça, il peut travailler. Donc ici, si vous lui donnez qu'un seul élément, il va savoir que c'est un X automatiquement. Et ensuite, vous devez lui dire un geom que vous voulez utiliser. Donc lorsque j'ai lancé ça, il m'a créé un graphique en barre. Donc vous voyez qu'il y a toutes ces informations là, donc c'est joli, c'est super. Si vous voulez faire avec des données numériques, vous pouvez très simplement mettre masse. Et à la place de geom bar, je vais dire geom histogramme. Et vous voyez qu'il a très facilement remplacé tout ça. Je peux aussi lui dire un geom density. Et vous voyez qu'il m'a fait le graphe de densité. Donc vous voyez que c'est assez facile à manipuler. Ensuite on a dit qu'il fallait ajouter un laps, donc je vais faire plus. Laps. Ensuite ici je peux mettre ce que je veux, donc je peux mettre un titre, un sous-titre, une note de bas de page, je peux mettre un tag, je peux mettre aussi des informations sur les axes X et Y. Par exemple là je peux mettre title pour un titre et je vais mettre un titre. Donc si je lance ça, vous voyez qu'il m'a ajouté titre en haut. Ensuite je peux mettre un sous-titre, donc je vais mettre en dessous. Moi je fais toujours en sorte de sauter les lignes parce que je trouve ça plus esthétique. Ensuite, je peux rajouter d'autres informations, comme par exemple... Et vous voyez qu'il m'a mis tout ce que je lui avais demandé, donc le X, le Y, le tag et la note de bas de page. Donc vous voyez que c'est assez facile à faire. Et bien sûr, après vous pouvez choisir un autre thème. Et faire par exemple thème, underscore, et après en choisir un autre. Moi j'aime beaucoup le BW. Et vous voyez que ici, ça m'a donné un graphique assez intéressant. Et vous pouvez choisir d'autres thèmes, comme par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a Dark, il me semble. Ouais. Vous avez le choix. On aura une série de vidéos qui sera dédiée rien qu'à ggplot, donc ne vous en faites pas. Ensuite, on passe à Tidyr. À quoi sert Tidyr? Il permet de manipuler les données tabulaires. C'est utile dans des cas de figure très spécifiques et qui se base plus sur la structure et la forme des tableaux de données. Et c'est un package de bonne capacité, donc 80 fonctions. Et aujourd'hui, on va voir 6 fonctions. Donc voilà, j'en ai profité pour ajouter une image, et c'est pour parler des 4 prochaines fonctions, qui sont pivot longer, gather et pivot wider, spread. Ces fonctions se basent en fait sur la forme du tableau. On a 2 formats principaux qui sont le format large, wide format, et le format long, long format. Ces 2 tableaux sont exactement les mêmes, la seule différence c'est que ici, pour chaque équipe, on a une variable différente. Donc ici on n'a pas de répétition, on a simplement tout qui est groupé de manière simplifiée.
Dans le format long, on a des répétitions, donc pour une équipe, on a une variable, mais en fait cette variable-là, c'est l'agrégation de toutes ces trois variables-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces éléments-là et on les a mis en colonne. Plutôt que de les mettre en ligne, on les a mis en colonne ici pour A. Et la même chose avec les points. Et donc du coup, quand on passe d'un format large à un format long, c'est ce qu'on fait, c'est cette transformation-là. Et vous voyez aussi que c'est pareil pour B, donc chacun a les mêmes valeurs pour variables et chacun a ses propres valeurs ici. Donc chaque format a son avantage, donc vous voyez que ça marche comme ça. Et en fait, ce que va nous permettre tidyr dans les fonctions les plus utilisées dedans, donc quand on va du large au long, on fait pivot longueur ou on fait gather, donc c'est-à-dire on regroupe, donc on regroupe toutes ces variables-là par unité, si vous préférez. Et quand on va du format long au format large, donc on va de long format à wide format, on utilise pivot wider, donc on va vers le large, ou spread. Donc ces éléments-là vont être répartis en colonnes. Prenez le temps de bien observer ça, si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est pas grave, on aura de toute façon une vidéo précise sur ça. Donc on commence par le premier, pivot longueur gather, donc qui permet d'assembler des variables. Donc c'est assez complexe, mais je vous ai montré un graphique en espérant que ça va vous aider. Et ici, voici la manière dont on les utilise. Donc ici, c'est anciennement, donc la fonction gather, elle existe toujours, mais en fait, maintenant, les créateurs tidyverse recommandent d'utiliser plutôt pivot longueur parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc c'est à vous de voir si vous voulez les utiliser, mais en tout cas, cette fonction gather ne sera jamais supprimée. Mais pivot longueur va continuer à avoir des développements contrairement à gather. Donc ici, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre Star Wars, et on va prendre la taille et le poids, et on va les mettre en une seule colonne pour tous les individus. Je vais faire un Star Wars Gather, et ensuite on va sélectionner nos variables. Donc je vous rappelle à quoi ressemble le tableau de données. Donc ici on a la taille et le poids, et on va les mettre ensemble dans une seule colonne qui va dire soit c'est le poids, soit c'est la taille, et de l'autre côté on aura une colonne valeur qui va dire ok ça c'est la valeur quand ici c'est la taille pour Luke Skywalker. Donc voilà ce que va faire tout ce code, et ici je fais arrange par name, vous verrez pourquoi. Donc ici vous voyez que pour Akbar nous avons sa taille et sa masse. Et donc ici on a des valeurs pour chacun d'entre eux. Et ça peut être assez pratique lorsque vous voulez faire un graphique sur ggplot, puisqu'il vous permet d'utiliser les paramètres de groupe de manière efficace. Donc vous pouvez lancer les deux, elles font exactement la même chose. Ici c'est beaucoup plus court, parce que c'est la fonction de base, elle demande ok, quel est le nouveau nom de la colonne qui va conserver les variables, quel est le nouveau nom de la colonne qui va conserver les valeurs. Ensuite il va me demander quelles sont les colonnes que je veux mettre dedans. Pareil ici, sauf que c'est dans un autre ordre. Ici il va nous demander d'abord quelles sont les colonnes. L'avantage d'utiliser celle-ci, c'est qu'on peut utiliser les tidy select. Ensuite, il va vous demander le nom, puis la valeur, et après, là, vous pouvez faire comme avant. Donc, à voir, et vous pouvez faire beaucoup plus de choses, et ajouter des summarize, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué, donc on verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, on a pivot wider, qui permet de répartir les valeurs, donc comme on a vu avant, toujours aussi complexe. Donc ça, c'est l'ancienne méthode, et la nouvelle méthode, exactement comme avant. Comme je l'ai dit avant, ça ne change rien de mettre un saut, c'est juste pour la lisibilité. Donc ici, je vais sélectionner simplement ces valeurs-là, je vais garder que pour un seul mois, et je vais utiliser les données de tax housing. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, on a les villes, on a les années, on a les mois, on a les ventes, on a le volume, etc. Et donc ici, c'est un format long. Un format que vous pouvez retrouver juste ici, donc... pour chaque ville, on a plusieurs éléments qui correspondent aux mois et aux années. On va transformer ça en wide format, donc pivot wider. Donc ici, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va sélectionner qu'un mois. Comme ça, on va juste faire selon les années. Et ensuite, ici, on va sélectionner nos variables. Et donc ici, on a des années. Donc je ne sais pas pourquoi il ne me l'affiche pas complètement, mais ici, on a 2000, je suppose, 2001, 2002, etc. pour chaque ville. Et on a les ventes pour ces années-là, au premier mois. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les ventes, mais cette fois-ci par année. Donc on aura une colonne pour 2001, 2002, 2003, etc., etc. Et ici, on aura les ventes de chaque ville. Donc ici, on n'aura pas plusieurs fois la ville Abilene, par exemple. Ici, on aura Abilene, New York, etc., etc. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc ici on a ce qu'on disait avant, donc là on a un 2000, toujours on ne sait toujours pas combien c'est, parce qu'ici il l'affiche pas bien, mais on a les années, donc les 2000, etc. Et pour chaque ville, donc à Abilene, à Amarillo, etc., etc. Et donc c'est la même chose si vous faites avec ce pivot wider, donc c'est exactement la même chose. Donc ici il demande juste, ok, quelle colonne on va étendre, quelles valeurs vont être mises dans les cases, et c'est tout. Maintenant on va passer
à la deuxième fonction la plus utilisée, je veux dire troisième, qui est separate, qui est vraiment super. Elle permet de séparer les colonnes en plusieurs. Elle utilise le regex aussi, donc ce qui est vraiment génial. Elle est très souple. Et elle a une version aussi pour les lignes, parce qu'ici on fait une version pour les colonnes, donc on sépare tout en colonnes, mais on peut aussi les faire en ligne. Mais c'est aussi un cas spécifique. Donc par exemple, on va prendre Star Wars, la colonne name. Vous voyez que pour les noms, on a, pour certains personnages, on a un prénom et un nom. Pour d'autres, on n'en a pas, mais pour d'autres, plusieurs même. Ici, nous, ce qu'on va lui dire, c'est que, ok, maintenant tu vas me séparer les colonnes par nom, et tu vas me faire 2 nouvelles colonnes. Donc cette colonne name, tu vas me la séparer en name et surname. Donc on va faire ça comme ça. Et lui, en fait, il a des séparateurs de base qui vont lui permettre de faire des séparations. Ici, pour nous, ça devrait plutôt bien marcher. Et c'est une séparation regex qui prend vraiment tout. Donc ici, il m'a séparé les espaces. Mais par exemple, ici, on peut voir que pour ces 3 PO, en fait, il n'a pas fait ce que je voulais parce que ici, il a juste pris les tirets et les a séparés. Mais en fait, R2D2, son prénom, c'est pas R2 et son nom de famille D2. R2D2, c'est son nom. Donc ici, on peut lui préciser un séparateur. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une virgule et mettre sep est égal. Et ensuite, entre guillemets, il faut lui dire par quoi on veut séparer et je peux mettre un espace. Donc je vais faire ça pour que ce soit plus joli. Maintenant j'ai lancé et vous voyez que maintenant il me sépare juste les personnes qui ont un espace et celles qui n'ont pas d'espace. Pour l'autre il va mettre un NA pour dire il n'a pas de nom de famille. C'est exactement ce que je voulais, c'est trop cool. Et ensuite on a l'inverse, on a Unite qui permet de réunir cette fois-ci. Donc on va dire ok, on va réunir dans la colonne qui s'appelle test, le sexe et le genre. Donc je peux lancer ça, donc maintenant il faudrait juste retrouver test. Voilà, et là il les a mis ensemble dans test, parce qu'elles étaient l'une à côté de l'autre. Et il a mis un séparateur spécifique. Avoir un espace entre les deux, je peux faire sep est égal à espace. Et si on retrouve cette colonne test, vous voyez qu'il les a séparés avec un espace. Donc assez pratique si on veut réunir les éléments. Maintenant on peut passer au package pur, qui est un package assez avancé. Donc il permet de faire de la programmation fonctionnelle, et donc il gère vraiment tout ce qui est itération, tout ce qui est liste, vecteur, etc. Donc il est utile pour les tâches répétitives, utile pour les listes, utile pour le développement. Donc si vous faites un package, si vous faites une application avec Shiny, ou si simplement vous créez des fonctions pour vous. Et il est multifonction, vous pouvez faire énormément de choses avec. L'avantage d'utiliser les maps, c'est beaucoup plus rapide que les books qu'on utilise généralement dans d'autres langages. Vous pouvez avoir une utilisation simple ou avancée de peur. C'est redoutable lorsque vous créez vos propres fonctions parce que ça vous élargit vos possibilités. Évidemment, le package est complexe et c'est un bon gros package avec 178 fonctions et uniquement des fonctions, donc assez volumineux même. Et aujourd'hui, on va voir que la fonction map. Donc, map, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça permet d'appliquer une fonction sur une liste d'éléments. Il existe plusieurs variantes, donc mapdfr par exemple ou map2. Donc, il existe déjà des fonctions de base, des apply, donc qu'on appelle apply family dans R parce qu'il y en a plusieurs. Et elles sont assez similaires en fait, si ce n'est les mêmes, sauf que les maps sont beaucoup plus consistants. Et elles sont assez puissantes à utiliser avec Nest. Donc, je vais vous montrer un exemple simple et un exemple avancé. Donc ici, simplement, je vais créer une liste des tableaux. Donc ici, je vais utiliser la fonction listFile. La fonction listFile, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous lister toutes les choses qui se trouvent dans votre working directory. Voilà, donc ici, elle va me lister tous les éléments qui se trouvent dans mon working directory. Donc lorsque je vais lui mettre un pattern CSV, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me sélectionner tous les éléments qui ont un CSV. Mais après, c'est pas cela dont je parle. Moi, j'aimerais prendre ceux du dossier exemple parce que j'en ai créé un exprès pour ce cas de figure là. Donc ici c'est exemple peur, c'est là où j'ai tous mes données, data 1, data 2 et data 3. Ce que je vais lui demander c'est simplement, ok, voici le path, donc le chemin, et je vais faire tab, et je vais choisir le dossier qui m'intéresse, qui est exemple peur. Voilà, et lorsque je vais lancer ça, listFile, il va me montrer les données que je cherche. Et si jamais j'ai besoin des données en entier, donc déjà je vais mettre ça de manière propre, j'ai besoin des données en entier, donc on va faire full name est égal à true. Et voilà, et maintenant j'ai tout le chemin avec exemple peur avec un espace, j'ai pas bien fait le titre. Et maintenant je vais juste remplacer ça par ça pour avoir quelque chose de cohérent. Et maintenant ici j'ai ma liste des tableaux, donc ceux qu'on avait vu avant. Voilà. Et maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux lire les CSV en disant read CSV, donc vous connaissez cette méthode. Si je fais read .csv, je vais mettre csv2 parce qu'il me semble qu'il y a des semi-colonnes dans les CSV que je vais importer, et que j'ouvre les parenthèses et que je vais par exemple dans peur et que je choisis data 1, je vais ouvrir les données CSV, donc on a vu ça déjà dans d'autres vidéos.
Mais si je veux importer plusieurs tableaux à la fois, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser la fonction map. La fonction map, ce qu'elle demande en premier lieu, c'est un objet sur lequel on va appliquer les choses. Donc nous ici, c'est le chemin. Donc ce qu'on avait fait avant, vous vous souvenez quand j'ai fait ça, et ensuite que le chemin vers ça. Donc c'est ça dont il a besoin. Donc moi je vais lui donner cette liste de tableaux qui contient tous les chemins. Et map, ça me permet de pouvoir appliquer sur chacun des éléments de cette liste tableau, donc c'est-à-dire sur chacun de ces 3 chemins, la fonction read csv2. Donc je vais juste lancer ça comme ça. Vous allez voir que lorsque je vais ouvrir data, j'aurai mes 3 tableaux. Donc ce tableau-là et ce tableau-là. Et ils sont les 3 dans data, mais sous forme de liste. Et ça c'est vraiment pratique parce qu'en une seule fonction, j'ai réussi à tout amener. Et s'il y avait eu beaucoup plus de CSV, par exemple j'en ajoute une dizaine, vingtaine, ça change rien à mon code. J'aurai tout qui serait rentré ici. Et une autre chose que je trouve assez pratique, parce que moi je travaille souvent avec des data frames, c'est de faire map dfr. Donc c'est pour transformer ça en data frame en les collant par ligne. Et lorsque je vais lancer ça dans data, lorsque je vais lancer data, j'aurai un tableau de données qui est la fusion de mes 3 tableaux de données. Donc super pratique si j'ai des données qui sont séparées pour pouvoir les réunir en une seule. Vous allez voir que lorsqu'on va faire beaucoup de web scrapping, ça va être très pratique. Finalement, un exemple beaucoup plus avancé. Ici, on va faire des régressions, une régression linéaire simplement, et on va récupérer le BIC pour chacune des régressions par groupe. On va grouper par sexe. Ensuite, on va utiliser la fonction nest. Nest, ça va permettre de regrouper toutes les autres variables et éléments du tableau par catégorie. Donc ici, si je regarde dans l'intérieur de mail, je vais retrouver par exemple un individu qui s'appelle Luke Skywalker, qui est un homme, qui a les cheveux de telle couleur, etc. etc. J'ai trouvé d'autres personnes, comme dans none, comme dans female, avec aussi d'autres variables. Mais tout sera réuni à l'intérieur de tout ça. Et ça, c'est pratique parce que maintenant, je vais pouvoir appliquer, grâce à la fonction map, des fonctions différentes. Et ici, je vais appliquer la fonction lm, qui est linear regression, donc vous connaissez. Donc quand je fais une régression linéaire, j'ai juste besoin de spécifier ça. Donc c'est super bizarre comme c'est écrit, super compliqué, mais je vais vous expliquer. Donc ici, je vais faire mutate pour créer une nouvelle colonne, et cette colonne, je vais l'appeler régression. Elle va contenir le résultat de ma régression. Donc pour chaque data, donc pour chaque tableau ici, donc on en a 5 ici, un pour chaque sexe, il va faire une régression linéaire pour pouvoir voir le lien entre la masse et la taille. Et j'ai mis le point ici pour référer à cet élément-là, data, qui est cette colonne. Donc si jamais, ça va juste nous créer une nouvelle colonne ici, qui est égale à régression. Vous voyez qu'on a utilisé la fonction map ici. Et après, je vais de nouveau créer une nouvelle colonne qui s'appelle BIC. Je vais faire un map dessus, qui est égal à ça, donc c'est-à-dire on va appliquer la fonction BIC, qui nous permet de récolter le BIC, donc voir à quel point un modèle est parcimonieux pour chaque modèle de régression. Donc ici, j'aurai une 4e colonne BIC avec une valeur. Et après, je vais faire unnest parce que la valeur, elle sera cachée dans une liste et donc il faudra juste la rendre visible. Donc je vais faire cette partie-là déjà. Donc vous voyez qu'on a toujours nos données qui sont dedans, mais ici on a notre modèle de régression, donc partout ici. Et ici, on a notre BIC qui est dans une liste. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire ok, unnest pour voir la valeur du BIC. Et donc quand je vais lancer tout ça, donc j'ai pu faire le BIC pour chaque élément de la régression. Donc ici, je choisis un exemple bidon parce que ça sert à rien de faire le BIC pour des modèles complètement différents avec des populations différentes. C'était juste pour vous montrer comment on pouvait faire ce genre de choses, pas seulement avec des régressions, mais avec plein d'autres éléments. Donc tant que vous pouvez grouper vos données, vous pouvez tout faire ensemble et conserver un format de tableau, c'est magnifique. Mais voilà, ça c'était un exemple avancé, vous n'êtes pas obligé de tout retenir ou de tout comprendre. Ensuite, on a le package Stringer qui nous permet de faire de la manipulation de texte, qui est utile donc pour les textes et pour le text mining. Et elle utilise aussi le regex, évidemment parce que c'est pour la gestion de texte, et elle contient 52 fonctions et données. Donc ici, on va commencer avec la première fonction, donc, qui est strdetect, qui permet de détecter un motif textuel, et c'est super à utiliser avec la fonction filter. Par exemple, ici, si je fais strdetect avec ça, ça va m'envoyer un true et un false. Donc des choses pratiques qu'on connaît. Donc ici, je vais essayer de détecter si la personne est un Skywalker. Et ensuite, on voit que, oui, lorsqu'il détecte Skywalker, parce que c'est ça qu'il doit trouver dans le name, dans le nom, là il me dit c'est vrai. Après si je cherche, voilà, il y en a un autre de Skywalker, il va me dire fou. Donc ça c'est pratique si on veut créer des variables par exemple. Et si on veut filtrer des éléments, par exemple je peux dire ici, ça c'est la manière classique, donc je veux que les personnes qui ont la couleur de cheveux gris. Et donc du coup voilà, il me fait ça. Maintenant, on peut utiliser un autre filtre en utilisant strdetect. Ici je peux lui dire la même chose, strdetect hair color gray. Donc ici je choisir la couleur de cheveux gris.
Là, vous voyez quand même qu'il y a un certain avantage parce qu'avant, lorsque je lui avais demandé ça, il avait sélectionné qu'une seule personne parce qu'il avait la couleur de cheveux gris. Mais après, il a mis de côté tous ceux qui avaient les cheveux gris et quelque chose d'autre. Parce que là, il me dit il faut que ce soit égal à gris. Mais si je lui dis détecte juste ce gris là, il m'en sélectionne beaucoup plus. Et bien sûr, on peut faire du regex et donc faire des sélections beaucoup plus complexes pour obtenir ce qu'on veut. Ensuite, on a la fonction str extract. Donc ici, il permet de récupérer un motif textuel. Donc ça s'utilise très bien avec mutate et summarize. Donc simplement ici, on peut faire mutate r str extract r color a-z plus. Donc ici, qu'est-ce que je dis? Donc je vais vous montrer à quoi ressemble r color. Ici, on a des couleurs de cheveux, mais ici on a des nuls, on a des browns, on a des grays, etc. Et en fait, moi, j'aimerais juste conserver que la première couleur de cheveux et pas le reste. Donc moi, ce que je vais lui dire, c'est choisis-moi les premiers mots à l'aide de ça, et après on va mettre ça juste à côté de rcolor, parce qu'on a créé une variable qui s'appelle r. Donc après rcolor, donc on a r ici, qui est égal à blonde quand c'est blond, donc c'est pas très pratique parce que là il m'a pas mis les choses comme je voulais. Pour simplifier la tâche, on va juste faire select moins masse. Comme ça, vous pouvez bien voir. Voilà, donc quand il y a blond, c'est blond. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Mais quand il y en a plusieurs, il va sélectionner que le premier. Et c'est plus pratique que d'utiliser separate, parce que separate va nous créer des colonnes supplémentaires, etc. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste extraire un seul élément. Mais on peut faire aussi pour le deuxième élément, etc. Il suffit juste de connaître un petit peu de regex, c'est réglé. Ensuite, on peut faire str remove. Donc ça permet de supprimer des motifs. Et il y a une version all avec. Donc simplement ici, comme d'hab, mutate, summarize, ça marche bien avec. Par exemple, ici, on va simplement garder que le prénom dans name. On va juste créer prénom et on va juste supprimer un espace et tous les mots qui suivent après. Donc c'est pour retirer les noms de famille. Et après, on va mettre ça après name. Donc je lance ça, et ensuite on a créé prénom, et vous voyez qu'on a bien conservé ce qu'on voulait, donc on a retiré les noms de famille. Vous voyez par contre que pour Beru Lars, du coup, parce qu'il a retiré le White Sun, j'ai juste retiré celui qui suivait. Mais après, le suivant, il l'a pas complètement retiré, parce qu'il a retiré la première occurrence. Si on va en retirer plusieurs, ici on est obligé de mettre str remove all. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même schéma, il va retirer absolument tout. Et là, vous voyez qu'il nous a réglé le problème. Donc vraiment pratique, et vous pouvez faire ça aussi avec la fonction suivante qu'on va voir. Donc maintenant, on va faire la même chose aussi ici. Donc on va faire mutate, r, on va simplement retirer ici les couleurs de cheveux brown et gray. Alors faites pas trop attention à tout ce qui suit, parce que c'est du regex, c'est un peu dur à lire, mais simplement je dis juste ce qui suit avec un espace ou avec une virgule. Il faut aussi les retirer si jamais ils apparaissent. Donc maintenant, on a tout ça. Donc si je lance ça, donc rcolor et juste après, donc c'est là où on a encore de nouveau un problème, donc on va devoir faire un select et on va retirer masse pour pouvoir voir tout ensemble. Voilà, donc ici vous voyez que pour rcolor, à chaque fois qu'il y avait un brown, il l'a retiré. Et par exemple ici, il y a un gray qui m'a pas retiré, alors qu'il était censé me le retirer. Vous vous souvenez, comme avant, il va seulement retirer la première occurrence, donc il va croiser le premier brown, il s'est arrêté. Donc si je retirais aussi ce gray qui est là, parce qu'il m'a retiré les grays ailleurs, normalement, oui voilà, gray il a retiré là. Si je retirais tout, il me suffit simplement de faire str remove all de nouveau. Et là vous voyez qu'il m'a vraiment complètement tout retiré. Voilà. Passons à la fonction suivante qui est str replace, qui permet de remplacer un motif. Donc comme d'hab, mutate, summarize, ça marche bien avec. Et ici on va retirer, j'ai fait une erreur, c'est pas remove, c'est replace. Parfait. Et on va mettre replace all. Ça c'est mes petites notes à moi. Donc ici, quand on va faire str replace, je vais simplement remplacer la couleur de cheveux brune par noir. Donc on va lancer ça. Et de nouveau, il va falloir refaire un select parce que là on a les rcolor. Select moins masse. Voilà, comme ça on a les deux à côté. Et ici, à chaque fois qu'il y a brown, il l'a remplacé par black. Et vous voyez qu'il l'a très bien fait à l'intérieur des textes. Donc c'est super. Et comme second exemple, on peut faire quelque chose d'un peu plus compliqué. On va partir du principe que tout le monde fait partie de la même famille. Et donc, ce que je vais lui dire, c'est que lorsqu'il va détecter un nom de famille, donc c'est ce code-là, il va me remplacer tout par star. Et oui, et c'est ce que j'ai oublié de préciser, lorsqu'on fait un str replace, il va nous demander le caractère qu'on veut modifier, quel élément qu'on veut remplacer, et par quoi on va le remplacer. Et c'est la même chose pour str remove, quel est l'élément dans lequel on va chercher, et qu'est-ce qu'on va retirer. Je m'excuse, j'ai complètement oublié de le dire. Donc ici, on va remplacer les noms. On a Luke star maintenant, on a C3P star. Donc j'ai fait aussi quelques modifications un peu violentes. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a créé cette nouvelle colonne prénom. Donc on a beaucoup de possibilités.
Et d'ailleurs, je vois que je l'ai pas super bien fait mon regex, mais on peut toujours l'améliorer après coup. Et ensuite, on a strlength qui permet de voir la longueur d'une chaîne de caractères. Ça peut toujours être pratique, comme par exemple là, je peux faire la longueur des noms et mettre ça à côté du nom. Donc ici, on peut voir que Luke Skywalker, c'est 14, et espace compris, C3PO, 5, etc., etc. Ça peut toujours servir si vous voulez faire quelque chose. Finalement, on passe au dernier package, Forcat, qui permet de manipuler les facteurs. C'est un avis subjectif, mais je pense que c'est le package le moins utile et le moins utilisé de tous, parce que la plupart des fonctions qu'il propose sont juste en fait des raccourcis de fonctions de facteurs qu'on utilisait de base, et pas beaucoup de monde utilise les facteurs. Moi, je m'en sers beaucoup, mais la plupart du temps, je peux très bien me passer de ces fonctions parce que les fonctions de base fonctionnent très bien. Mais au moins, il y a quand même des fonctions très pratiques dedans et peut-être que ça pourra vous servir, donc je vais vous les montrer. Alors pour pouvoir utiliser la plupart des fonctions, faut utiliser des variables de facteurs, mais il me semble que dans la dernière version de Forcat, on peut très bien ne pas avoir de facteurs de base et il va les transformer directement en facteurs. Mais par sécurité, je vais simplement transformer ça. Donc je vais juste faire Star Wars, sexe est égal à facteur de sexe, donc on transforme le sexe en facteur. Et si jamais, ici je mets Star Wars dans Star Wars pour imputer la modification, parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'était voir ce que ça donnait lorsqu'on faisait les manipulations, mais tant qu'on n'impute pas ça dans une valeur, on n'a rien modifié dans Star Wars. Ça paraît très évident, mais je le dis quand même au cas où. Donc je vais lancer, donc maintenant c'est bon, et on peut voir les niveaux, donc les différents noms que peut prendre notre variable. Donc ici, female, hermaphrodite, male, none, mais donc si vous savez pas en fait ce que c'est un facteur, c'est que ça permet déjà à R de pouvoir économiser un peu de place en se disant ok, maintenant il n'y a que des répétitions, donc je peux conserver ça sous forme de chiffres simplement, et de pouvoir mettre aussi une hiérarchie entre les noms. Donc female c'est le premier, hermaphroditique c'est le deuxième, male troisième, none c'est le quatrième, et ça peut changer des choses, notamment par exemple lorsqu'on fait des graphiques ou lorsqu'on fait des régressions. Et ici je vais vous montrer avec des exemples visuels parce que j'aime bien les graphiques et on peut revoir un peu de ggplot aussi. Donc ici, retenez bien que c'est dans cet ordre là. On peut charger la librairie ggplot, si vous l'avez déjà chargé avec Teddyverse ça va très bien. On va utiliser la fonction fctinfrec qui va réordonner les niveaux et en fonction de leur fréquence. Donc vous vous souvenez comment c'était avant, donc dans cet ordre là. Maintenant si je fais la même chose avec fctinfrec, bah là vous voyez que ça commence par mail, parce que c'est le groupe avec le plus d'individus dedans, suivi ensuite par les females, les none et les hermaphroditiques. Donc c'est bien l'avantage de fctinfrec, c'est de les réordonner selon leur taille. Donc voici un exemple avec ggplot. Donc on va pas faire la modification avant, on va simplement lancer tel quel avec sexe, et vous voyez que c'est dans l'ordre dans lequel on avait avant, donc female, hermaphroditique, male, none. Les NA ils vont toujours se mettre à la fin, peu importe ce qui arrive. Et maintenant, si on fait cette modification du mutate, donc on va retirer ça. D'habitude, un contrôle majuscule C suffit, mais je sais pas pourquoi, mon ordinateur bug, et donc apparemment il veut plus me défaire les commentaires. Donc ici vous voyez qu'il les a mis selon leur fréquence. Donc vous voyez que là maintenant il les a ordonnés, d'abord les hommes, les femmes, les nonnes, après les hermaphroditiques, donc selon le nombre d'individus qu'il y a. Très parlant. Donc ça peut être assez pratique si vous voulez réordonner vos graphiques par exemple. Après il y a fctlump. Quand on a plusieurs catégories, bah, ça nous permet en fait de regrouper les petits niveaux qui se répètent plusieurs fois. Par exemple on va prendre skin color. Donc on va pas encore appliquer l'élément, on va juste lancer ça. Et vous voyez que ici, bah, on a beaucoup d'éléments, et donc beaucoup qui se répètent seulement qu'une seule fois. Ça rend le graphique illisible et on n'a pas forcément besoin de les voir. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser ça. Skin color est égal à fctlump, donc ici on va regrouper. Et donc ici, skin color, donc tous ceux qui n'apparaissent pas au moins deux fois vont être groupés ensemble. Et donc, lorsque je vais lancer ça, ils vont être groupés dans une catégorie odeur. Donc ici, voilà. Et donc maintenant, on n'a que deux couleurs. Alors que là, tout le reste sont groupés là-dedans. Enfin, tout ce qui apparaît deux fois et moins sont regroupés là-dedans. Et il me semble qu'on peut aussi renommer cette odeur. Voilà, c'est odor level. Je vais sauter une ligne pour que ce soit plus lisible. Et je vais dire que c'est égal à autre. Voilà. Donc voilà, il l'a nommé autre. Donc ça peut être assez pratique lorsqu'on a trop de catégories. Une autre chose qu'on peut faire, donc je l'ai fait ici, de nouveau avec autre, mais cette fois-ci à la place de 2, j'ai mis propre. Donc la proportion, donc c'est toutes les catégories qui représentent pas au moins 15% des cas. Et donc ici, lorsque j'ai lancé ça, et bien sûr je renomme le niveau odor level autre, voilà, là il va me regrouper tout le monde ici, tous ceux qui ne représentent pas au moins 15%, et le reste qui représente 15% auront leur propre catégorie. Donc c'est assez pratique. Ensuite, on a fct collapse qui permet de rassembler les niveaux en des groupes définis. Donc ici, je vous ai fait un exemple. Premier paramètre, il vous demande votre facteur. Deuxième paramètre, il va vous demander une liste d'éléments à mettre. Donc ici, je lui ai dit, dans ce groupe-là,
je veux. Ensuite, il faut ouvrir un vecteur et dire ce qu'on veut dans le groupe. Donc là, j'ai un peu tout regroupé pour que ce soit plus lisible. Je sais pas si pour vous c'est lisible, mais vous pouvez imaginer que c'est sur la même ligne, si c'est comme ça que vous travaillez. Donc tous ceux qui sont Auburn, Auburn Gray, Auburn White vont être là-dedans. Et tous ceux qui sont dans Brown, donc tous ceux qui sont Brown Gray vont être regroupés dans Brown. Brown et Brown Gray vont être dans Brown. Donc je vais vous lancer ça pour que vous voyez. Donc on a plein d'autres catégories, mais par exemple ici les Gray, c'est là où on aura nos... Pas Gray, c'était Brown, voilà. Brown vont réunir tous les Brown et Brown. Auburn, c'est la réunion de tous ces éléments-là. Donc voilà, pratique. Et avec ça, on a fait le tour de toutes les fonctions du Tidyverse. Voilà, dans cette très longue vidéo, on a réussi à faire le tour des fonctions les plus utilisées dans le package de Tidyverse. Donc on a réussi nos buts, donc on sait ce que c'est Tidyverse maintenant, on sait reconnaître et interpréter, on sait où trouver les ressources, et bien sûr, vous pouvez suivre maintenant les démonstrations. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là, on va continuer à faire d'autres vidéos. Donc si vous avez aimé cette vidéo déjà, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, et aussi à mettre en commentaire si vous avez des questions. Les prochaines vidéos sur Tidyverse vont se composer de la manière suivante, donc on aura encore des vidéos en bref, mais cette fois-ci pour dplyr en bref, ggplot2 en bref, etc., etc. Puis pour les packages un peu plus complexes, on fera plusieurs séries de vidéos pour continuer, notamment ggplot2 qui aura sa propre série de vidéos, où on aura des packages comme Purrr qui sont intégrés à un ensemble de vidéos, notamment ici pour le développement dans R. Et bien sûr, vous possédez toutes les ressources, notamment les liens vers les fiches d'aide et les liens vers le site de Tidyverse, donc vous êtes pleinement équipé pour pouvoir continuer. Pour cette année 2023, je prévois plein de vidéos super cool, donc pour l'instant c'est pas encore décidé, mais vous verrez le planning très bientôt. En attendant de se retrouver dans les prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.